Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Je suis Rebecca Ogumoiwa, journaliste. Je reçois pour vous une invitée qui va nous entretenir sur la thématique « Accélérer l'égalité des genres dans le domaine de l'eau, la voie à suivre ». Avant de continuer, je laisserai mon invité se présenter. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Moi, c'est Bella Zevounou Vendredi. Je suis la présidente de l'ONG Women's Leadership for Sustainable Impact, WOLSI. Je suis consultante formatrice en leadership, genre et développement. Merci une fois encore pour l'invitation. Merci Madame Bella, c'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur ce podcast. Les femmes restent sous-représentées en matière d'emploi et de participation à la prise de décision à tous les niveaux dans le domaine de l'eau. Alors, Madame Bella, on entend souvent parler d'égalité des genres. À quoi fait-on exactement allusion? Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais bien corriger certaines incompréhensions que nous avons en parlant du genre. Le genre n'est pas question de sexe biologique, ni relative à la femme, ou bien quand on entend parler du genre, certaines personnes croient que c'est la parité ou bien l'égalité que les femmes veulent. Ce n'est pas non plus une invention des Nations Unies ni du ministère des Affaires sociales et de la microfinance ou bien une invention des organisations de la société civile. Quand on entend parler du genre, on doit penser à une construction sociale des identités de sexe, à une interaction sociale entre hommes et femmes, à une politique pouvant mettre en œuvre des outils pratiques tels que la parité, l'égalité, la mixité et j'en passe. Et pour résumer tout ça, nous pouvons entendre par genre que cela fait référence au rôle et responsabilités construits par la société et attribués aux hommes et aux femmes dans une culture et un espace donné. En matière d'égalité de genre, puisque c'est la question qui m'a été posée, et il fallait que je fasse lumière sur ce qu'on entend par genre. L'égalité des genres constitue un droit fondamental auquel aspirent aussi bien les hommes que les femmes. En effet, elle décrit une situation dans laquelle femmes et hommes jouissent de l'égalité des droits et des chances où le comportement, les aspirations, les souhaits et les besoins des femmes et des hommes sont également valorisés et favorisés. Ceci permet et garantit aux hommes et aux femmes leur égalité dans l'accès aux ressources et dans la distribution de ces dernières. Quelle est la place de l'égalité des genres dans le domaine de l'eau? Aucun être vivant ne peut vivre sans l'eau, car elle est une source de vie et indispensable pour notre survie. Dénommée l'or bleu, son utilisation se répercute sur plusieurs plans de la vie humaine tels que la consommation domestique, agricole et industrielle. Vous convenez ainsi avec moi que l'eau est une richesse précieuse, un enjeu transversal qui touche à la santé, à l'hygiène, à l'alimentation, à l'éducation, à l'environnement et au climat. Ainsi, de par son importance et ses valeurs, nous sommes conscients que l'homme et la femme, en tant qu'êtres humains, ont besoin de cette ressource précieuse et naturelle pour leur survie. Par conséquent, dans le domaine de l'eau, l'égalité des genres reste et demeure une priorité, voire une nécessité pour une meilleure répartition de l'eau pour tous. L'égalité genre dans ce contexte permettra de déterminer également la relation de chacun, c'est-à-dire de l'homme et de la femme à l'eau, car il façonne les besoins, l'utilisation et les avantages liés à cette ressource vitale en toute équité. Une approche basée sur le genre peut créer un cadre de coopération entre les hommes et les femmes de sorte à mettre à contribution les connaissances et les aptitudes des uns et des autres dans la conception des programmes pour l'atteinte des objectifs sectoriels. Par ailleurs, lorsque ce dynamisme sera insufflé dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, ceci peut se répercuter dans d'autres domaines
et aboutir à un impact positif sur le statut social, politique et économique de la femme. Quel état des lieux peut-on faire de l'approche genre dans le domaine de l'eau? Notons que la situation n'est pas du tout reluisante. Pourquoi? L'égalité des genres dans l'atteinte des objectifs de développement durable de façon générale et dans l'objectif durable numéro 5 constitue une priorité dans les relations sociales, surtout dans les pays en développement, afin de déterminer qui a accès à l'eau, quand, où et dans quelle proportion. Les besoins des femmes en eau sont de multiples formes, ce qui s'exprime dans leurs différentes activités, à savoir usage à des fins domestiques, bain, nettoyage, consommation, cuisine, qu'à des fins productives, agriculture, petite entreprise, aquaculture également. La problématique de l'accès à l'eau ne peut pas être abordée indépendamment des questions d'assainissement et d'hygiène, y compris la gestion de l'hygiène menstruelle. Et bien évidemment, la qualité de l'eau et l'évacuation sécurisée des eaux usées sont tout aussi importantes que la disponibilité de cette ressource. Plusieurs régions semi-arides où les pénuries d'eau sont fréquentes se trouvent confrontées à la concurrence dans l'utilisation de cette ressource naturelle, ce qui crée des conflits entre les communautés. Cet état de choses affecte plus particulièrement les femmes et les filles car elles devront faire plusieurs kilomètres de marche pour la collecte de l'eau domestique ou encore utiliser de l'eau de qualité souvent douteuse. Les longues files d'attente au point d'approvisionnement communautaire occasionnent souvent des disputes autour de l'eau qui peuvent dégénérer en émeutes. La même scène s'observe lorsque des camions-citernes viennent apporter assistance aux populations confrontées à la rareté de l'eau dans leurs réserves. Dans les environnements fragiles aussi ou enclavés et exposés aux aléas climatiques, les femmes sont plus vulnérables car elles le sont dans les zones de conflit ou dans les camps de réfugiés. Les femmes et les filles paient le prix fort en termes de maladies infectieuses. Les agressions sexuelles et pertes de temps sont également monnaie courante dans ces localités. En dehors des foyers à être mal desservis, le mal est aussi présent dans les établissements de santé qui, pour la plupart, ne disposent pas d'installation pour se laver les mains. Cet état de choses s'observe également dans les établissements scolaires où l'eau est quasi inexistante et en ce qui concerne l'hygiène des lieux, ceci reste une véritable menace pour la santé des filles. Les femmes sont également sous-représentées dans le secteur formel de l'eau, mais leur présence est beaucoup plus remarquable dans les emplois les moins rémunérés dans le secteur informel tels que les services de nettoyage des latrines de certaines surfaces publiques comme privées. Pourquoi dit-on que l'accélération de l'égalité des genres dans le domaine de l'eau est une voie à suivre? Le genre est une dynamique qui évolue avec le temps. Selon les Nations Unies, en une journée, les femmes de 25 pays d'Afrique subsaharienne consacrent 16 millions d'heures à aller chercher de l'eau, souvent au détriment de leurs études ou d'un travail rémunéré, contre seulement 6 millions d'heures pour les hommes et 4 millions d'heures pour les enfants. Il existe également des différences dans l'utilisation de l'eau, les femmes donnant la priorité aux besoins domestiques, sanitaires et d'hygiène, tandis que les hommes privilégient l'utilisation de l'eau pour l'agriculture et l'élevage. L'émancipation des femmes exige avant tout qu'elles puissent accéder librement à l'éducation pour l'obtention d'un diplôme, d'une qualification professionnelle ou une reconnaissance de leurs compétences, ce qui leur permettra d'acquérir des expériences et de s'armer pour mieux s'affranchir. Il urge ainsi de rendre plus dynamique en renforçant les politiques sociales pour une justice entre les genres dans le domaine de l'eau. En remédiant aux discriminations et aux normes sociales dans la gestion de l'eau, les communautés pourraient bénéficier de l'apport des femmes dans ce domaine et ainsi avoir des systèmes d'approvisionnement en eau qui fonctionnent mieux.
Ces communautés pourront ainsi étendre l'accès à l'eau et procurer des avantages économiques profitant à toute la collectivité. Même si le pourcentage est faible, de plus en plus, nous constatons un changement au niveau des normes du genre à mesure que les hommes assument davantage de tâches ménagères et que les femmes s'impliquent dans l'action collective et le processus décisionnel tant au niveau communautaire que dans leur ménage. Ce qui nous donne l'espoir de rêver grand pour la justice économique pour tous, gage d'un développement durable. Parlant d'agenda 2030 pour le développement durable, à quoi fait-on exactement allusion? Les objectifs de développement durable permettront aux États, surtout ceux en retard, à accélérer leur progrès en faisant preuve de créativité pour bannir la pauvreté, la faim, les discriminations à l'égard des filles et des femmes, etc. Quelles sont les mesures concrètes, audacieuses et ambitieuses que doivent prendre les États pour atteindre les objectifs de développement durable en relation avec l'égalité des genres dans le domaine de l'eau? Il faut dans un premier temps penser à un véritable état des lieux pour fournir les statistiques, prenant en compte l'égalité femmes-hommes dans l'ODD 6. Ainsi, l'on pourrait remédier au déficit de données en s'appuyant sur les efforts des organisations internationales comme le Programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau de l'UNESCO. Les connaissances des femmes sur les ressources naturelles locales et leurs compétences en gestion de l'eau des ménages peuvent être mises à profit pour façonner les efforts de conservation. Il convient de vérifier que les modalités de gouvernance prévues pour les projets de gestion de l'eau favorisent l'égalité des sexes dans les processus décisionnels et garantissent la consultation des groupes représentant les femmes. Il faudrait faire en sorte que les services d'assainissement deviennent la priorité des décideurs et que la technologie soit adaptée aux besoins de la communauté. Ainsi, ces États doivent adopter de nouvelles approches d'utilisation de l'eau, la partager, l'économiser, d'éviter son gaspillage et surtout la valoriser. Pouvez-vous partager avec nous comment, selon vous, les décideurs de différentes régions du monde abordent les inégalités entre les sexes dans la gouvernance de l'eau et dans la gestion intégrée et adaptative de l'eau? Dans plusieurs régions, les normes sociales sont la cause du déséquilibre des tâches domestiques réparties entre les hommes et les femmes, ce qui engendre une plus grande part des travaux des femmes, à savoir le ménage, les travaux champêtres, l'élevage des animaux, la préparation des repas pour la famille, la gestion des ressources en eau. Chaque être humain a droit à une eau potable et en quantité suffisante, d'accès aisé et abordable pour couvrir ses besoins de tous ordres. Les décideurs sont tenus de s'assurer que toute personne a accès à une eau de qualité sans discrimination aucune. Une approche fondée sur les droits promeut l'égalité des sexes dans l'accès à l'eau et la participation de toutes et tous aux mécanismes et processus décisionnels. Mais force est de constater que cette approche varie selon le niveau de développement des pays. Quelles sont, à votre avis, les approches visant à accroître la résilience et l'inclusion des membres de la communauté, parlant d'égalité des genres dans le domaine de l'eau? Depuis fort longtemps, genre, résilience ou inclusion sont des thèmes qui restent largement marginaux dans le secteur de l'eau. L'idée de résilience vient à point nommé en vue de faciliter la rapidité à se rétablir d'événements météorologiques extrêmes. Cette résilience permettra de comprendre les changements climatiques et de corriger les incertitudes afin de se projeter pour de meilleurs résultats dans l'avenir. Les campagnes de sensibilisation sur l'égalité entre les sexes demeure une approche prépondérante qui donnera un impact positif sur la condition de vie des hommes et des femmes
ainsi que sur l'amélioration de leurs relations. En Afrique subsaharienne, où l'agriculture représente 23% du produit intérieur brut, l'eau est essentielle pour la production. Elle est également indispensable dans les secteurs de l'énergie hydroélectrique, des mines et de l'industrie. En outre, 90% des événements climatiques extrêmes sont liés à l'eau, ce qui signifie qu'une meilleure gestion de cette ressource revêt un caractère déterminant pour l'adaptation et la résilience face au changement climatique. Ceci est une source de la Banque mondiale. Ainsi, des mesures politiques accompagnées de profondes réformes peuvent permettre une utilisation durable et équitable de l'eau, rendre accessible le coût ainsi qu'une fourniture plus efficace à tous les usagers. Aussi, il est important d'envisager des mesures sécuritaires, surtout dans les zones semi-arides et enclavées, afin de prévenir les violences basées sur le genre à l'égard des plus vulnérables et des minorités. Il est important de réduire aussi les stéréotypes et normes sociales afin de faciliter l'accès des femmes aux instances de prise de décision dans le domaine de l'eau. Quel état des lieux peut-on faire quant à l'implication des OSC dans le processus d'accélération de l'égalité des genres dans le domaine de l'eau? En général, le rôle que jouent les organisations de la société civile dans la gestion des ressources en eau et dans l'approvisionnement en eau des populations est indéniable. En collectif, en réseau et souvent en plateforme, les organisations de la société civile sont des acteurs clés, les plus concernés par les réformes et mécanismes institués au niveau local, national ou international en ce qui concerne la gestion de l'eau. C'est la raison pour laquelle les États leur accordent une place de choix pour recueillir leur avis dans toutes les initiatives qu'ils développent en matière d'eau et d'assainissement, puisque ces organisations de la société civile sont à la fois acteurs et bénéficiaires directs et ou indirects. Madame Bella, avez-vous un plaidoyer à faire? Merci beaucoup de m'offrir cette opportunité. Mais avant le plaidoyer, j'aimerais bien raconter une expérience que j'ai vécue en 2018 dans une région du département du Plateau. Et la situation, c'était quoi? C'était des femmes âgées, petites filles, même des nouveaux-nés qui vivaient dans une situation précaire, dans un village où il n'y a pas du tout l'eau. Arrivés sur les lieux, nous avons touché du doigt la réalité que vivent ces femmes. Elles passent parfois 2 semaines sans se laver. C'est difficile de trouver de l'eau à boire. Et pour parcourir des kilomètres, aller dans une zone frontalière avant de trouver de l'eau. Et pour trouver encore, il faut avoir de l'argent, ce qu'elles n'ont pas. Voilà, elles m'ont montré leur culture. Elles font du maraîchage. Tout est brûlé par la sécheresse parce que pendant la période, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de pluie. J'ai pu voir des jeunes petites filles, mais en pleine croissance, rongées, dont la peau est rongée par des infections. Donc cela fait partie des difficultés que les femmes vivent au quotidien. On peut penser que cela ne se passe pas dans notre environnement immédiat, mais cela se passe non loin de chez nous, où des femmes qui sont censées utiliser l'eau en sont privées. Partant de cette triste expérience et d'autres à travers les publications audiovisuelles, j'aimerais très respectueusement féliciter dans un premier temps nos décideurs sur les efforts au quotidien pour que le précieux liquide que constitue l'eau soit accessible dans toutes nos communautés. Surtout, la main sur le cœur, j'aimerais leur demander de renforcer le mécanisme mis en place pour rendre effective l'eau de bonne qualité à tous les êtres humains sans discrimination aucune. Au regard de tout ce que vous venez de dire, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord de remercier l'équipe du réseau des femmes leaders
pour le développement pour nous avoir invités pour cette thématique. Aussi, nous voulons les encourager à poursuivre le combat et comme on l'a vu dans notre présentation, seuls nos États ne peuvent pas à eux seuls opérer des changements dans nos communautés. Il faut forcément le soutien indéfectible des organisations de la société civile, d'où nous encourageons le réseau des femmes leaders pour le développement à poursuivre la lutte et à pouvoir gagner cette lutte à travers l'autonomisation des femmes et des filles, qui est leur base de prédilection. Merci. Merci Madame Bella pour tous ces éléments de réponse. C'est tout un plaisir pour nous, une fois encore, de vous avoir sur ce podcast. Mesdames, messieurs, nous voici à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.